Bonjour à tous, je pense qu'on va commencer. Alors, bienvenue dans ce salon Murat, à l'hôtel de l'Aigle Noir. L'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont très heureux de vous accueillir pour ce dimanche matin pour le 9e festival de l'histoire de l'art. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « La vie quotidienne à travers les calendriers runiques et fresques d'église » par Yank Ulf Müller, qui nous vient de l'Université de Columbia à New York. Je vous souhaite une très bonne conférence en sa compagnie. Merci. Thank you. In principio cravit Deus caelum et terra, c'est bien ce que nous dit la Bible dans la Genèse. Au tout début, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, la fresque que vous voyez ici, c'est exactement cette situation. Nous avons Dieu, le soleil, la lune dans ses mains. Il les place au paradis, au ciel si vous préférez. Puis nous avons la lumière qui s'étend d'un cercle de nuages. Et au milieu, nous avons la mer, donc de l'eau. Et regardez la terre verte. C'est une image idéale de la création du monde. Dans une des églises donc présentées à la population scandinave au Moyen Âge. Dans des temps préhistoriques, la population dépendait déjà de connaissances beaucoup plus précises de saisons à des fins agricoles, puisque en Scandinavie, l'été est très courte et l'hiver est très sévère. Il fallait donc pouvoir maîtriser les saisons et donc on avait besoin d'un calendrier tel que celui-là. La connaissance la plus précoce d'un calendrier scandinave vient d'un texte islandais. Il décrit un problème qui avait été soulevé au milieu de l'âge viking. C'était environ vers 940, vers l'an 940, au moment où les Atlings se sont établis dans ces pays. Il s'agissait donc de l'entité gouvernementale d'Islande. Et le texte lui-même date de 1120. Il avait été écrit par Henry Froiborgilsson. Il s'appelle Le Livre des Islandais, chapitre 4. Et voilà le texte, regardez, il a l'air de cela. C'est un texte donc qui nous informe. L'année consistait de 2 semestres, donc 2 demi-années si vous préférez. On les appelait les misséries. Un hiver et un été, 2 semestres. Et puis le texte nous dit qu'il comptait 52 semaines par année, pardon, et un mois de 30 jours. Si l'on compte 52 semaines de 7 jours, cela veut dire que le calendrier n'avait que 364 jours et non pas 365 jours. Vous voyez ce que cela veut dire. Donc, un jour de plus, chaque année. Et puis, le texte donc d'Ari explique ce qui suit. Ils ont remarqué, à partir du mouvement du soleil, que l'été revenait en arrière vers le printemps. Mais personne ne pouvait leur dire qu'il y avait un jour de plus que le nombre de semaines entières que représentaient les 2 semestres. Et voilà l'origine du problème. Un homme appelé Thorstein le Noir, Surtur, donc en islandais, a proposé à ce moment-là d'ajouter 1 semaine chaque 7e été. Et après, on verrait comment cela peut marcher.
Et donc, ils ont ajouté une semaine supplémentaire qu'on appelle Sumuraoke. Ça veut dire extension de l'été. La méthode que Thorsten Lenoir a ajoutée pour identifier l'erreur de calendrier fut en observant le soleil couchant dans sa ferme. Voilà, elle est là, sa ferme. Le long d'un fjord. Donc au Breidefjord, avec une vue sans limite sur l'horizon, vers l'ouest de l'Atlantique, jusqu'à l'horizon à l'ouest, donc tout le long de l'Atlantique. Voici non pas de sa ferme, mais c'est une vue de la montagne sacrée Helgafell. Helgafell, c'est tout à côté de sa ferme. Vous aurez remarqué, à 20 km au loin, là-bas, il y a une autre montagne. Vous la voyez là. Eyrafjell, c'est le nom. Eh bien, au moment de l'équinoxe, le soleil se couche à l'ouest et Eyrafjell est à quelques degrés au sud de l'ouest. Donc, ce qu'il avait observé, c'est qu'un jour, le soleil se couche derrière la montagne, un jour, mais le jour suivant, il se couchait dans la mer. Eh bien, en Islande, le soleil se déplace, donc du sud extrême, si vous préférez, en hiver, vers l'extrême nord l'été. Plus on va vers le nord, et plus à ce moment-là, on observe, bien sûr, les mouvements du soleil. Alors, Thorsten a suggéré d'ajouter une semaine supplémentaire. Mais ça n'était pas de façon très précise. Et ce n'est qu'au XIIe siècle, donc plus tardivement, que les Islandais ont commencé à comprendre ou à acquérir la connaissance en permettant de comprendre comment synchroniser le calendrier avec le système solaire. Et ils ont ajouté 5 semaines dans les 28 années du cycle solaire. 28 années, c'est ce que l'on appelle le cycle solaire. Ce cycle solaire, c'est une abstraction qui vient donc de 7 jours dans la semaine, multiplié par 4 jours en plus. Donc 7 fois 4, 28, ça fait bien, 7 fois 4, ça fait bien 28, pardon. Et voilà comment ils ont donc disposé du calendrier. On utilise encore en Islande ce calendrier de type viking. Regardez à gauche, je ne sais pas si vous voyez. Le calendrier Misseri, qui est donc un calendrier normal que nous utilisons tous, chacun, vous et moi, chaque jour. Le soleil monte, descend au long de l'année, vous savez, par rapport. Bon. Le fait qu'on ait 364 jours dans un calendrier est un avantage, car on peut utiliser le même calendrier constamment. Tous les jours de la semaine tombent en effet à la même date chaque année. Bien sûr qu'on manque de précision lorsqu'il s'agit par exemple d'une année tropicale. Je vais vous expliquer cela rapidement. Entre le calendrier julien, le calendrier grégorien, avec ces solstices, mais ils sont sur 7 jours d'abord.
28 années. Et on a calculé ensuite de façon plus simple par rapport au calendrier Misseri, donc qui est le calendrier islandais. Et ceci s'applique aussi d'ailleurs au calendrier julien ou au calendrier grégorien. Le calendrier islandais donc, était utilisé pour les journées de fête, pour les journées populaires, pas simplement pour les jours de fête. Il était utilisé au quotidien. Avec l'adoption donc de la chrétienté en Scandinavie, c'était après les années 1000, l'Église a introduit le calendrier julien, qu'on a utilisé lui pour les fêtes religieuses. Regardez. Ça, c'est l'almanach de l'an dernier. On marque le premier jour de l'été. C'est au milieu d'avril chez nous. Or, dans la calendrier runique islandais, vous avez un grand nombre de calendriers qui commencent ce jour-là. Ils ne commencent pas au début du mois. L'an dernier, nous avons eu une année, un calendrier donc avec une année un peu plus longue. Je reviendrai donc à cette marque jaune, vous voyez, dans la partie inférieure jaune donc, du calendrier, au mois de juillet. Et puis en octobre, ils ont introduit donc le côté hiver. Ce n'est pas un calendrier, autrement dit, fondé sur le 1er janvier. Il ne commence pas au 1er janvier. Un des problèmes avec le calendrier islandais, c'est qu'on ne connaît aucun calendrier runique de nos jours en Islande. Il y avait eu des milliers de calendriers runiques. On n'en trouve aucun. On en trouve en Norvège, en Suède, en Grande-Bretagne, dans des collections françaises, même dans des collections italiennes et allemandes. Ces collections ont des calendriers runiques. Et donc on a beaucoup de calendriers runiques. Très peu ont été étudiés. Alors le calendrier le plus simple consiste en une sorte de règle avec des encoches dans un bâton. Chaque jour était une encoche, chaque jour de l'année. C'est une méthode qui n'est pas très précise et qui peut entraîner un grand nombre d'erreurs. Regardez là, voilà un exemple de ces encoches. Et puis on a amélioré ce calendrier lorsque les Scandinaves ont commencé à utiliser les premières 7 lettres de l'alphabet runique. On l'appelle le Futhark. Et voilà le Futhark. Pourquoi? Ce n'est pas un alphabet vraiment runique. Ça n'a rien à voir avec les sons que vous vous exprimeriez. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce ne sont pas des sons mais des nombres. Et puis, d'autres calendriers ont ensuite utilisé un alphabet normal. A, B, C, D, E, F, G, etc. Non pas selon le même principe, non pas comme des lettres, mais bien comme des nombres. Donc, ça n'a rien à voir avec des sons. Alors, je vous disais qu'avec l'introduction donc, de la chrétienté, après l'an 1000, l'Église a ajouté les journées des fêtes religieuses, les journées des saints, des symboles.
Et ils les ont aussi ajoutés dans les calendriers runiques en donnant à ces calendriers un caractère sacré. L'Église avait déjà établi toute une liste de saints et de fêtes, de journées de fêtes. Et outre ces journées donc de saints, ils ont ajouté le calendrier scandinave avec les mêmes saints pour les mêmes jours. Donc la Scandinavie a adopté les mêmes jours pour les mêmes saints, ce qui nous a permis de déterminer l'origine d'un calendrier spécifique. Mais l'Église catholique a aussi introduit le calendrier julien en Scandinavie, qui bien sûr s'est opposé au calendrier qui existait. Ils entraient en conflit. L'Église avait repris ce calendrier julien de la République romaine, alors que le calendrier islandique, donc le Misseri, indigène autochtone, était fondé sur les semaines. Le calendrier romain, lui, utilisait le mois. Et puisque l'année commençait au 1er janvier, c'était la date quand les officiels romains, l'Empire romain, donc, commençait son office. Et c'est appliqué alors. En outre, l'Église avait introduit des fêtes dont les journées pouvaient être déplacées. C'est le cas de Pâques, de la Pentecôte, du calendrier lunaire juif. La lune, tous les 29 jours, 12 heures et 44 minutes, fait un cycle autour de la Terre. C'est le cycle de la Lune. Et la Lune revient aux mêmes dates dans ce cycle lunaire chaque 19 ans. Elle retourne donc au même cycle, aux mêmes dates. Et donc 19 années, 19 symboles, des nombres, non pas des sons. Ça n'a rien à voir avec des lettres, ni avec des symboles runiques. Donc c'est de 1 à 19. Le calendrier runique plus sophistiqué possédait une troisième ligne, qui était celle des runes, qui indiquait donc phonétiquement la date de la nouvelle lune dans une année spécifique, donc dans le cycle lunaire. Par exemple, si au 1er janvier, vous avez une nouvelle lune, eh bien vous aurez le symbole du troisième cycle lunaire. C'est celui-là. Une sorte de P ou de... Ça serait C aussi dans certains calendriers. Et ce sont des calendriers qui suivent un cycle lunaire qu'on appelle le primstaff. Donc en rune, c'est le rune lunaire. Alors pour que la Terre donc tourne autour du Soleil, il faut 365 jours, 5 heures, et 48 minutes et 48 secondes. Ce qui fait que le résultat du calendrier ne peut jamais être en nombre pair, puisque le nombre du jour total, c'est 365 jours, 2422. Donc, il y a un problème quant au jour pair. Le cycle solaire, c'est 28 années, comme je vous l'ai dit. Alors, vous avez maintenant 3 types de calendriers runiques à cette époque. Le primitif, le runique avec 2 lignes, même symbole, et le rune à droite, le calendrier runique plutôt, que vous avez d'ailleurs à la Bibliothèque nationale de France.
avec des marques ou des symboles très étranges en bas, puisque c'est le cycle lunaire dont on a parlé. Ça, c'est un calendrier plus sophistiqué. Maintenant, le calendrier norvégien. Ils sont divisés en semaines, non pas des mois. L'année compte 52 semaines de 7 jours, ça fait 364 jours. Et donc, il est important de voir que s'il y a un rune supplémentaire, quelque part dans le calendrier, ça fera 365 jours, donc conformément au cycle solaire. 365 jours. Le calendrier d'Islande trouve ses origines en Norvège, mais on ne sait pas par contre quelle est l'origine du calendrier norvégien. Et nous n'avons aucune information. Comment un pays aussi lointain que la Norvège a pu développer un calendrier aussi raffiné? Ça doit venir quelque part. Il y a des indications de calendrier plus simples qui avaient été trouvées déjà en Israël bien auparavant. Mais la connexion avec la Norvège est très spéculative. La plupart des calendriers runiques norvégiens datent d'après la Réforme, donc à peu près 1500, l'année 1500. Les calendriers runiques norvégiens les plus précoces datent, eux, du XIVe siècle, mais c'est encore 400-500 ans après que le calendrier islandais ait été introduit. Parce que les calendriers runiques norvégiens sont fondés sur les jours de saints catholiques et montrent donc l'influence du calendrier julien. Et ce, même après donc, la réforme de Scandinavie au XVIe siècle. Regardez ce calendrier runique, vous voyez cette règle, cette encoche, 14 octobre, premier jour de l'hiver. C'est là que commence le calendrier. Là, l'arbre avec des feuilles, 14 avril. Eh bien, c'est là que l'on célèbre chez nous l'été, après un hiver rude. Le calendrier norvégien célèbre aussi leurs propres saints, mis à part donc les saints catholiques, leurs propres saints, disais-je. Saint Marcus d'Orkney, vous connaissez les îles d'Orkney. Ce ne sont pas les Écossaises ni les Britanniques. Elles l'étaient peut-être avant le XIIIe siècle, mais elles font partie de la Scandinavie et du royaume norvégien. Il y a Saint Halvard, Sullivan, donc c'est Sullivan, Sullivan c'est Sullivan, Saint Olaf, 2 fois, on le voit 2 fois. Et c'est ça, ici, c'est une église norvégienne, pardon, qu'on trouve dans le chœur. Vous avez Saint Sullivan, Saint Olaf, Saint Halvard et Saint Magnus. Saint Magnus était comte d'Orkney, Saint Éric, Saint Georges et Saint Christophe. Le calendrier norvégien, toujours ce bâton, cette règle, vous donne toutes les dates auxquelles on fête donc ces saints, les jours, sous la forme d'une épée maintenant. Saint Sullivan, donc c'est le 8 juillet.
Et l'on voit en Norvège des sculptures de ce saint. Il y a toute une liste aussi de saints sur ce bâton calendaire que le professeur Trondheim a créé et qui nous montre où se trouve chacun de ces jours et l'importance du saint dans cette épée. Les tout premiers textes qui présentent ce calendrier sont de forme avec le côté hiver et le côté été. Les Suomi, les Samis, donc les Lapons, ont aussi un calendrier runique qui ressemble d'une certaine façon au calendrier norvégien, au bâton norvégien, à la règle norvégienne. Mais la différence avec le calendrier Suomi, le Lapon, c'est que l'année commence juste avant Noël. Ici, c'est le 16 décembre. Mais certains autres calendriers commencent je crois que l'intervenant voulait dire plus tardivement. Regardez ici. « 364 jours qui posaient un problème est réglé. Tel que des universitaires suédois l'ont étudié. Et il s'agissait de savoir comment revenir à un calendrier de 364 et 365 jours ensuite. Eh bien, la solution trouvée du professeur Crandon a été qu'il fallait lire l'indication le 6 janvier, donc l'épiphanie, et doubler le site, autrement dit, le lire 2 fois. Autrement dit, le reste du calendrier n'aurait pas du tout marché. Et puis, dans la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, ils ont aussi un bâton, donc cette règle le calendrier runique, Lapon. Quand vous rentrez dans la bibliothèque, sur la droite, vous avez une vitrine de différents objets. Le tout premier comptoir à droite, voilà ce bâton. C'est un calendrier. Cela fait 50 ans que le bibliothécaire avait ouvert, il y a peu de semaines, ce comptoir pour nous. C'est un bâton d'1,5 mètre de long et au bout, le bout a été abîmé. Il y a un côté hiver et un côté été à ce bâton, à cette règle. C'est un calendrier qui n'a que 2 lignes. Une pour les symboles du saint et l'autre une liste des jours de la semaine. Et donc, toutes les semaines, donc, on tourne 2 fois, 52 fois, la règle. Là, il n'y a pas de chiffre, cette règle n'indique pas de mouvement de la Lune, et donc on ne peut pas prévoir, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir des dates de fête telles que Pâques ou la Pentecôte, basées sur le calendrier juif. Ici, regardez comment lire ce calendrier. D'un côté, on commence ici au 19 novembre, qui n'a aucun sens particulier, qui n'a aucune
qui n'est attaché à aucun événement particulier. L'événement ici, où l'important c'est de savoir la transition bizarre autour du Nouvel An. C'est un calendrier avec un double signe pour l'Épiphanie, donc le 6 janvier et le 7 janvier. Il est dit ici le 6 et Épiphanie. Et le signe, on le lit 2 fois. C'est un signe, le 7 janvier, par contre, qui lui est pour le roi Canute du Danemark. Et c'est une spécialité du calendrier lapon que ce jour du roi Canute. Mais c'est une erreur. Parce qu'il ne s'agit pas du roi Canute, mais du comte Canute Lavard. Donc, c'est un comté du sud du Danemark. Et puis, le 20 janvier, c'est le jour du roi Henri, Saint Henri, donc un saint de Finlande. C'était l'évêque de Orvotolko qui a été assassiné en 1126. Donc vous voyez que le bâton calendrier n'est pas particulièrement ancien. Le jour de Tiburtius, le 14 avril, c'est le jour d'été, mais ce n'est pas présent dans les calendriers du Sud, comme le calendrier français, par exemple. Saint Siegfried est mentionné, et ce qui est curieux, c'est que beaucoup de saints locaux sont des missionnaires d'Angleterre qui ont converti certains des rois suédois. Et lorsque l'on arrive à convertir le roi, on arrive à convertir le pays entier. Il a été canonisé en 1158. Dans la section de juillet, on remarque que saint Olaf de Norvège a joui d'une marque pour le jour de sa mort le 29 juillet et il est traduit le mois suivant. Ensuite, il y a Sainte Esquile, de nouveau. Et vous voyez ici le symbole des saints. Il faut vraiment être un expert pour déchiffrer la signification du symbole. Les professeurs finlandais ont créé une méthode pour savoir qui sont ces saints et donc ce n'est plus très difficile. Une autre sainte mentionnée, c'est Birgitta de Suède, Brigitte de Suède, qui était mystique et fondatrice des Brigittines. Elle est morte en 1373 et a été canonisée peu de temps après. Ce qui veut dire que le calendrier n'est pas aussi ancien qu'on pourrait le penser. Un autre calendrier que l'on trouve en France c'est ce que vous verrez en France. Et il s'agit d'un bâton calendaire qui est censé se trouver à Orléans.
On n'a reçu aucune réponse du musée d'Orléans, donc on ne sait pas s'il se trouve là ou s'il est dans la collection d'un propriétaire privé, d'une collection privée. C'est un bâton calendaire suédois de la fin du XVIIe siècle. Le calendrier a trait à Uppland, dans le district de Uppsala, en Suède. C'est juste au nord de Stockholm. Le calendrier montre une inscription de Olaus Verelius, qui était un religieux qui vivait à la fin du XVIIe siècle. Et c'était un historien et un antiquaire. Il suit une tradition suédoise. Enfin, le calendrier suit une tradition suédoise et peut-être est disons, un espèce de revival de la tradition suédoise et donc n'est pas aussi ancien qu'on pourrait le croire. On voit la mention de janvier, il commence le 1er janvier et il comporte des images, ce qui nous facilite la compréhension. Sur la plaque numéro 3, on voit Saint-Éric de Suède le 24 janvier et c'était typique de l'archevêché d'Uppsala. Le 15 février, il y a le signe de l'évêque Siegfried, l'apôtre de Suède. Et le 21 mars, il y a un signe concernant l'abbé Bénédicte. Et le symbole ici, voyez ici, c'est un peu difficile à comprendre, mais en fait, c'est la saison de la floraison qui commence avec le jour de Saint Bénédicte. Et le 14 avril, c'est le jour de Tiburtius. Les arbres ont des feuilles. Et le 25 avril, on voit un arbre qui mentionne l'arrivée du coucou. Sur la 8e plaque, on voit le roi Erik Gefardsson, le saint national de Suède, et l'on voit que son symbole, c'est la graine, comme vous le voyez sur la plaque ici. Le 3 juin, nous voyons le symbole de l'évêque Erasme. Et on voit son symbole qui est typique des symboles de calendrier runique. Sur la plaque numéro 9, nous voyons que le 11 juin, il s'agit de l'évêque Eskil, l'apôtre d'un district suédois. Il s'agissait donc d'un missionnaire anglais, un évêque missionnaire anglais. Et en octobre, nous voyons Saint Olaf, le 29 juillet, et de nouveau, le 14 octobre, on remarque Calixte de nouveau, entre les lignes basses. Et l'on voit l'arbre dénudé qui a perdu ses feuilles.
Par conséquent, le calendrier est de 365 jours. Et il finit. En fait, on le sait car on voit qu'il finit par un rune F et numéro 1. Et donc, janvier aussi commence par F, par une rune F 1. Donc, on a le même symbole pour 2 jours, le 31 décembre et le 1er janvier. La rune F numéro 1. Et sur la 19 plaque, on voit que dans les 2 lignes inférieures, il y a un intervalle de 4 ans, ce qui explique les calendriers bissextiles, des années bissextiles. À la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France, nous voyons 3 ou 4 calendriers uniques ou bâtons de calendrier unique. En fait, je n'ai réussi à en identifier que 3 en tant que calendrier. Et ils vont de 60 à 61. Donc, ce sont des jours tardifs. On voit les caractères runiques au milieu. La lune, le cycle lunaire en bas et les saints indiqués au-dessus. Et vous remarquerez également que les symboles correspondent à ceux de calendrier unique. Et il faut donc identifier ce que ces calendriers ou l'origine de ces calendriers. Car en fait, aucune recherche n'a été faite jusqu'à présent sur l'origine de ces calendriers, d'après mes connaissances. Et à la Bibliothèque nationale de France, il y a aussi un calendrier bis qui est l'été du Tiburtius. Vous le voyez ici en haut, ce sont son symbole. Et de nouveau, il s'agit d'un calendrier sur lequel peu de recherches ont été faites. Ici, vous voyez ces symboles compliqués avec toutes ces croix qui indiquent en fait le jour de la croix. Un calendrier qui a éveillé beaucoup d'intérêt, ce sont des calendriers qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, Scandinavie 29 terre, c'est-à-dire le 3e calendrier. C'est similaire, ça ressemble beaucoup au calendrier Morgan que j'ai vu en photo un mois avant, mais vous voyez qu'il y a une différence intéressante. Le calendrier Morgan a des runes, comporte des runes. Et ces runes indiquent les jours. Alors que le calendrier de la BNF comporte un alphabet A, B, C, D, E, F. Et en bas, on voit le cycle lunaire. Donc, tout comme le calendrier Morgan. Cependant, il y a des signes assez obscurs tout en bas. Et d'après les universitaires que j'ai rencontrés, eh bien, ils n'ont pas réussi à... Ces signes n'ont pas encore été identifiés. Et ensuite, on voit les jours des saints. Vous remarquerez qu'il s'agit du calendrier de janvier, qui commence par la nouvelle année, donc le 1er, et en principe,
on devrait avoir un A au début. Mais en fait, on remarque que sur la deuxième ligne, il y a un A. Mais peut-être, dans le calendrier Morgan, c'est un F qui indique également le 1er janvier. Et à la ligne suivante, dans le calendrier Morgan, il y a un D qui est la 3e lettre de l'alphabet runique. Pour remarquer à quel point ces images sont détaillées, ce qui pourrait nous mener à penser que ces calendriers sont tardifs. Mais en fait, il semblerait qu'ils datent des mêmes années. Ce qui fait que la qualité des images n'est pas très à l'époque de la création de ces calendriers. Donc en février, on a les symboles universels et en mars, il y a Saint Grégoire, Saint Bénédicte et l'Annonciation tout à fait à droite, avec cet ange l'ange de l'Annonciation, tout à fait à droite dans les deux calendriers. Ces calendriers font partie d'un groupe de calendriers qui comprennent également le calendrier en Pologne et un calendrier à Berlin et à Copenhague, ainsi qu'un calendrier dans une collection à Londres. Le professeur Kuchina a écrit un livre sur ces calendriers, mais elle n'a pas encore écrit les conclusions finales sur la façon dont on devrait lire le calendrier Morgan. Et de nouveau ici, nous voyons une particularité des jours importants en Scandinavie. Le premier jour de l'été n'est pas indiqué dans le Morgan ni dans le calendrier BNF. Autre chose que l'on remarque sur le calendrier de la BNF, c'est que les lignes ici à la droite de la tête de Saint-Georges indiquent le 30e jour du mois. C'est donc un calendrier mensuel, à base mensuelle, clairement. De nouveau, le mois de mai a 31 jours, et donc il y a beaucoup de symboles qui ont été décrits. Et il semble qu'il y ait beaucoup de personnages, mais pas tous. Cela nous indique la provenance des calendriers. Celui de la BNF semble être lié au nord de la France, car il y a des symboles de Reims, de Paris, des Flandres et des saints de ces régions. En avril, il y a des saints particuliers, spécifiques au mois d'avril. Mais par exemple, Saint Fiacre, celui-là, je ne suis pas sûre si Kuchina a raison. Il peut s'agir de différents saints dans différents canons de ce groupe. Par exemple, Sainte Foy à Conques est censée être là. Moi, je ne la vois pas, mais je ne l'y vois pas, mais elle est censée s'y trouver. En décembre, il y a un signe qui indique le 31 décembre. C'est donc
un calendrier de 365 jours. Il y a un saint local en décembre, le 9 décembre, c'est Sainte Eligius, Sainte Éloi, en d'autres termes. Et voici une illustration du cycle de l'année bissextile. D'un cycle de 4 ans. Et ici, il y a une indication curieuse sur la couverture du calendrier, la première page du calendrier. C'est Scandinave 29 terres. Le chiffre tout à fait à 3 est de 46. En bas, on voit aussi écrit 46. Et il y a des lettres étranges sous la main, sous le poing fermé. Et je ne suis pas sûre que ce soit les couvertures. On voit beaucoup de très belles illustrations. Le calendrier n'est pas très grand, hein. Il fait cette taille plus ou moins, un peu plus grand que ma main. Il est donc très facile de le tenir dans la main. Il tient facilement dans la main. Et voici les symboles qui doivent être interprétés par rapport au calendrier lunaire, mais également au zodiaque. Voici ici les signes, les symboles des signes du zodiaque. Il y a très peu de calendriers que l'on puisse trouver du Danemark. Et les calendriers danois ont très tôt été imprimés sur papier. Voici l'un des premiers exemples de calendrier danois. Ils ont des images représentant différents jours de saints et un livre français écrit par un Danois, Wolf, comporte des symboles que l'on trouve également dans d'autres calendriers. Il comporte des illustrations typiques des jours calendaires. Tout d'abord, il y a la corne de la boisson en janvier. C'est en fait les jours de fête. Et ensuite, on voit que la corne qui sert de verre pour servir la boisson est tournée de l'autre côté, qui indique la fin des festivités. En juillet, à la fin, on voit la hache de Saint Olaf, qui aussi vient de Scandinavie. Et ici, nous voyons le tableau du zodiaque, des signes du zodiaque. Les signes des saints ne se trouvent pas seulement sur les 6 calendriers, surtout dans l'Église danoise. Oui, je dois terminer. Nous voyons Adam en train de labourer, et comme vous le savez, la Bible dit qu'il faut vivre pour survivre, qu'il faut travailler pour survivre. Et ici, nous voyons qu'au Moyen Âge, ils utilisaient les mêmes charrues. Nous voyons également que les gens allaient à l'école. Jésus va à l'école. Et vous voyez que c'est une école très stricte, car le maître a dans la main un instrument de châtiment, de punition, au cas où les élèves ne se tiendraient pas bien. Voici un calendrier d'octobre. On voit également des images de saints. Voici Saint André, une illustration d'autres saints. Ça vient de Norvège.
Il s'agit de Sainte Catherine, Saint Martin, aussi d'une œuvre ancienne de Norvège. Mais l'Église danoise a surtout des milliers de fresques médiévales. Et à la Réforme, elles ont été recouvertes de peinture, mais récemment, on a ôté cette couche de peinture et on a découvert le dessin de ces saints. Et il y a un nombre infini de fresques. Comme vous voyez ici, le Christ et Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Un autre saint, Saint Michel. Et voici, pour que vous voyez l'intensité de l'imagerie dans cette église. Une image très connue, c'est la naissance du Christ. C'est aussi une image que l'on trouve beaucoup dans l'Église catholique, comme on en trouve en Italie. Donc, voici la naissance de Jésus et le massacre des innocents. Et les Danois, j'en suis certain, aimaient beaucoup l'image en bas à droite. C'est les vicieux Danois qui aimaient cela. Un bébé égorgé par un vilain soldat. Ah, ça, c'est dans des ordres. Voici d'autres saints. Ça, c'est le dernier souper, la scène, donc, où Jésus se trouve au milieu de ses apôtres. De nouveau, la naissance de Christ. C'est vraiment incroyable d'observer toutes ces images. Cela explique aussi la façon dont, au Moyen Âge, les gens montraient la naissance d'un enfant. Voyez que les femmes reçoivent des aliments de la part des voisins. Cela explique tout à fait la façon dont se passaient les naissances à l'époque, car ici, c'est la naissance du Christ. Mais enfin, ça nous donne des indications sur la façon dont les sociétés vivaient ces naissances. Voici aussi Saint-Georges, dans cette même église du sud du Danemark, sur une île. Et la Seine encore. Et de nouveau, la naissance du Christ. Saint-Ambroise. Et vous remarquerez une indication des noms et des lettres. Et ça, c'est très rare au Moyen Âge. Car on savait, on se contentait de l'image pour reconnaître un saint. On n'avait pas besoin de la légende. Alors, et voilà, je suis arrivée à la fin de mon exposé. Et en conclusion, j'aimerais dire que vous aurez remarqué que nous sommes passés d'un calendrier hebdomadaire à un calendrier mensuel, à un calendrier semestriel, à un calendrier des saisons, jusqu'à un calendrier qui commençait le 1er janvier. Et on avait des calendriers de 364 jours, puis on est passé au calendrier de 365 jours. Et il me semble que c'est ce que je voulais expliquer. J'espère que cela vous intéressait et que vous avez eu une idée de la complexité des calendriers runiques scandinaves
et que cela vous aura aidé à relier ces types de calendriers au reste des calendriers européens. Ces calendriers, ces tables, ces bâtons calendaires, on peut les trouver partout en Europe, surtout dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Angleterre, en France. Mais peu d'universitaires, peu de chercheurs les ont trouvés et les ont catalogués jusqu'à présent. Il y a un projet de recherche en cours à l'université d'Uppsala actuellement. Et donc, on peut espérer qu'à l'avenir, ces bâtons calendriers seront plus connus. Merci.